Bienvenue à nouveau. Nous recevons aujourd'hui le professeur Fyodor Lukyanov, professeur-chercheur et rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs. Merci d'être venu dans l'émission. Bonjour. Merci invité. Alors, vous savez, la Russie et l'Ukraine se perçoivent toutes deux comme menant une guerre existentielle, ce qui laisse souvent très peu de place au compromis. Chaque camp fixe des objectifs maximalistes et montre une volonté de prendre d'immenses risques. Et on peut aussi dire, bien sûr, que l'Europe ne fait pas face à une menace existentielle. Mais malgré tout, les Européens ont beaucoup misé sur cette guerre et ont aussi beaucoup à perdre. Mais maintenant, vous savez, il semble que nous soyons, il ne faut pas parler trop vite, mais il semble que nous approchions de la phase finale. Autrement dit, la victoire de la Russie ne peut plus vraiment être niée, et je pense que de plus en plus de gens se rendent compte qu'elle ne peut plus non plus être empêchée. Cependant, alors que la Russie gagne la guerre, de plus en plus de personnes se demandent si elle ne risque pas de perdre la paix qui suivra. Je me demandais comment vous abordez cette question, surtout maintenant que nous avons le plan de paix en 28 points de Trump. Qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour établir une paix durable? Vous savez, c'est un cliché que l'on entend tout le temps à propos des objectifs maximalistes, que la Russie, en particulier, serait en train de fixer. Et ces objectifs ne sont ni nouveaux ni changeants. En réalité, ce que la direction russe dit, il y a 3 ans, 3 mois, 6 mois, 2 ans, ou même depuis le tout début de la campagne militaire, reste exactement la même chose. Vous pouvez appeler cela maximaliste ou autrement, mais il s'agit d'un ensemble d'exigences, d'un ensemble de conditions qui doivent être remplies pour mettre fin à la phase militaire et commencer à établir des arrangements de sécurité plus ou moins stables en Europe de l'Est, voire en Europe dans son ensemble. Je pense que nous avons déjà discuté lors d'une de nos précédentes réunions du fait que ces conditions n'ont en réalité jamais changé. Les circonstances ont évolué, certaines nuances ou la manière dont elles sont présentées ont changé, mais en fait, la combinaison principale est restée la même. Le statut de l'Ukraine en tant que pays ne pouvant pas constituer une menace militaire pour la Russie, directement ou indirectement par la participation d'autres puissances. C'était l'élément clé dès le tout début. Il ne s'agissait pas au départ de territoire. La question a commencé à devenir de plus en plus territoriale après l'échec du processus d'Istanbul en mars et avril 2022. Aujourd'hui, oui, la réalité est que la Russie a pris une quantité importante de territoires supplémentaires. Et bien sûr, puisque comme vous l'avez mentionné, il s'agit d'une bataille existentielle, où les compromis sont très difficiles à atteindre, il est assez difficile d'imaginer des conditions dans lesquelles la Russie serait prête à renoncer, ne serait-ce qu'à une partie de ce territoire. Mais encore une fois, tout est désormais centré sur les territoires, alors que l'essentiel de toutes les revendications a toujours été autre chose. Et ce quelque chose d'autre est la chose la plus difficile à aborder. Dans ce plan de paix, si l'on peut l'appeler ainsi de la part de l'administration américaine, on voit quelques tentatives d'ouverture envers la Russie avec des idées de garantie de sécurité. Mais avant tout, cela reste très abstrait, très flou. Et plus cela deviendra concret et détaillé, après par exemple des négociations entre les délégations américaines et ukrainiennes, sans parler d'une éventuelle participation européenne, je suis presque certain que les éléments les plus essentiels pour la Russie seront retirés du texte, ce qui signifierait que ce texte est inacceptable. Oui, ce qui est intéressant, cependant, c'est que sur la question des objectifs maximalistes, cela semble venir des Européens. Vous avez probablement vu la contre-proposition européenne, elle contient encore tout.
l'expansion de l'OTAN reste en place, les Européens devraient être autorisés à envoyer leurs troupes, ils veulent des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et il ne peut être question d'aucune concession territoriale. Et bien sûr, la Russie doit payer des réparations, ce qui est une position intéressante. Qu'en cas de victoire ou de défaite, les Européens devraient être autorisés à dicter les conditions de la paix. Oui, mais en ce qui concerne ce qu'a fait l'administration Trump, il semble qu'elle ait présenté cette proposition de paix davantage comme un brouillon, un point de départ. Cependant, il y avait de nombreux points de blocage qui paraissaient un peu étranges. Des éléments qui, j'imagine, seraient difficiles à accepter pour la Russie. Par exemple, prendre l'argent saisi à la Russie et l'envoyer à l'Ukraine. Beaucoup de choses n'ont pas vraiment de sens. Mais selon vous, dans cet accord, qu'est-ce qui serait un point de rupture pour les Russes? Je pense que l'un des points de rupture pourrait être l'exigence dont on parle ouvertement, comme d'un obstacle, depuis l'Alaska, à savoir la revendication de la Russie, selon laquelle l'Ukraine devrait retirer ses forces de la partie du Donbass que la Russie ne contrôle pas. C'est symboliquement très difficile pour l'Ukraine. Je crois que les Américains, du moins dans le plan initial, ont insisté pour que l'Ukraine le fasse, mais ce n'est pas si simple. Mais un autre aspect, que je considère comme bien plus important, renvoie à ma première remarque. La question de la sécurité, de l'avenir de la sécurité européenne. Pour le dire plus concrètement, l'avenir de la sécurité mutuelle entre la Russie et l'Ukraine, même en tenant compte du fait que l'Ukraine est perçue comme un agent du reste de l'OTAN, du reste de l'Europe. Et c'est là l'élément clé. Il semble que les Ukrainiens feront tout pour lever les restrictions à ce sujet, à la fois sur la capacité militaire, qui, soit dit en passant dans le projet américain, correspond à une armée de 600 000 hommes. C'est une armée immense, en réalité, peu typique pour un pays de cette taille. Et bien sûr, il y a aussi ce statut de neutralité, cette non-adhésion à l'OTAN que les Européens essayent d'imposer. C'est précisément ce dont ils veulent se débarrasser. Et c'est exactement ce sur quoi la Russie insiste absolument. D'accord. Donc la taille de l'armée ukrainienne est vraiment, eh bien, cela a du sens. Je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais j'avais l'impression que la principale inquiétude du côté russe serait qu'un accord de paix puisse se transformer en un autre Minsk, juste une trêve temporaire permettant à l'OTAN de réarmer l'Ukraine pour reprendre le combat plus tard. Donc, j'imagine que les deux questions sont alors la neutralité de l'Ukraine et la taille de son armée, le territoire servant presque de garantie, limitant la capacité de l'Ukraine à être utilisée comme ligne de front à l'avenir si elle ne contrôle pas ces régions sensibles. Mais selon vous, quels sont les risques s'il n'y a pas d'accord de paix? Parce qu'il semble qu'il puisse y avoir un dilemme. D'un côté, où la Russie s'arrêterait-elle? Si elle laisse derrière elle un État résiduel, elle risque une insurrection qui pourrait durer des décennies. Mais si elle avance en Ukraine occidentale, elle se retrouverait dans un piège immense, ce qu'elle ne voudrait pas. Alors, comment ça est-il évalué de votre point de vue? Tout d'abord, je crains que nous n'ayons aucune raison d'évoquer l'Ukraine occidentale comme une demande hypothétique, ni d'ailleurs aucune autre partie du territoire ukrainien actuel. Non, je ne crois pas que les ambitions russes s'étendent à ce point. Oh, non, désolé, je ne voulais pas dire la conquérir, mais mettre fin à la guerre. Parce que si les Ukrainiens ne se rendent jamais, cela resterait un territoire où l'OTAN pourrait continuer à envoyer des missiles et l'utiliser comme base de lancement pour poursuivre la guerre. Je ne pense pas que la Russie ait le moindre intérêt à prendre Lviv. Désolé.
Non, absolument pas. Si l'Ukraine se rend, cela arrivera tôt ou tard. Si les choses continuent ainsi, si l'administration américaine se retire du processus, ou même reste impliquée mais seulement au niveau actuel, sans aller plus loin, je pense que l'issue sera claire pour l'Ukraine. Bien sûr, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps et entraîner de lourdes pertes des deux côtés. Quant à la compréhension russe du résultat souhaitable, je ne sais pas ce que M. Poutine a en tête. J'ai tendance à croire que les grandes lignes de son plan, qui ont été exposées le 24 juin lorsqu'il a mentionné ces 4 territoires, entièrement le Donbass, peut-être un peu moins Kherson et Zaporizhia, ainsi que les dispositions de sécurité, restent les mêmes. Poutine a mentionné à de nombreuses reprises, très clairement et de manière répétée, que chaque nouvelle proposition faite à l'Ukraine serait pire que la précédente. Non pas en termes de garantie de sécurité ou de situation sécuritaire, car cet aspect constitue un ensemble d'exigences plus ou moins stables, mais en termes de territoire. Bien sûr, l'Ukraine perd du terrain. Alors, où la Russie s'arrêtera-t-elle? Je pense que la Russie s'arrêtera au moment où l'Ukraine ne sera plus en mesure de résister et acceptera un plan répondant aux conditions russes, non seulement celles formulées par les Américains ou les Européens, mais bien les conditions russes. Et du côté russe, il existe une conviction assez ferme que ce moment viendra. Pas nécessairement très bientôt, mais comme Poutine l'a dit il y a quelques jours lorsqu'il a réagi à ce plan de paix proposé par Trump, il a parlé avec beaucoup de prudence. Il a dit « Nous connaissons ce plan. Nous ne pensons pas que ce soit un plan. C'est simplement une proposition. Qu'ils en discutent, c'est leur affaire. Nous suivrons le processus et continuerons à faire ce que nous faisons. » Ce qui signifie combattre et prendre davantage de territoire. Eh bien, l'ancienne attachée de presse de Zelensky, Julia Mendel, fait plus ou moins le même commentaire que vous. Elle a soutenu qu'il devrait accepter l'accord, la proposition que les Américains mettent sur la table, non pas parce que c'est une excellente affaire pour l'Ukraine, mais parce que, comme vous l'avez dit, la situation ne fera qu'empirer chaque jour, surtout sur le plan territorial, mais aussi en ce qui concerne les pertes qu'ils subissent en infrastructures et en effectifs. Cependant, une question fréquente est de savoir dans quelle mesure Trump est sincère. Car, comme nous le savons d'après les allers-retours de sa présidence, cela soulève toujours la question de savoir s'il cherche réellement une paix durable avec la Russie ou s'il essaye simplement de jouer un tour. Alors, comment interprétez-vous Trump ici? Parce qu'il est, vous savez, à la tête d'un empire en déclin. Que cherche-t-il à faire? Essaie-t-il de rallier la Russie au camp américain, de créer un peu plus de distance entre les Chinois et les Russes? Ou bien, tente-t-il de restaurer l'hégémonie des États-Unis, de modifier l'architecture de sécurité européenne? Parce que dans cet accord de paix, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'idée de réintégrer la Russie au sein du G8. J'ai du mal à imaginer que ce soit une demande des Russes, donc il semble que ce soit la réflexion américaine, que nous devons rapprocher un peu les Russes de notre camp. Le point sur le G8 est une plaisanterie. Ce n'est pas seulement parce que personne d'autre ne veut que la Russie fasse partie du G8, y compris la Russie elle-même, mais aussi parce que, stratégiquement, nous avons tendance à négliger les relations particulières entre la Russie et les dirigeants musulmans, ainsi qu'avec les dirigeants européens. La Russie ne fait pas partie du G8 ou du G7 parce qu'il s'agit d'un club occidental. Point final. Et la période durant laquelle la Russie a été admise et a participé a en réalité prouvé que c'était une mauvaise décision. La Russie n'avait pas sa place là, et dans une certaine mesure,
je pense que c'était une décision très rationnelle d'exclure la Russie du G8. Donc au revoir, ce n'est plus ce dont personne n'a besoin, la Russie en première ligne. Mais oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est la perception de Trump, que la Russie devrait recevoir un certain crédit symbolique. Et il croit que Poutine est aussi désireux d'obtenir la reconnaissance des autres qu'il l'est lui-même. Mais ce n'est plus vraiment le cas. Peut-être qu'au départ, c'était important pour le président Eltsine, puis pour Poutine, d'y être, mais cela remonte à longtemps. Je pense que Trump est en réalité assez sincère dans sa volonté et son désir de mettre fin à cette guerre. Plus encore, je crois même qu'il pleure sincèrement la mort des personnes là-bas. C'est une personnalité très particulière, mais c'est pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas un vampire. Il ne prend aucun plaisir à voir le sang couler, et ainsi de suite. Son approche est complètement différente. C'est un homme très dur. Il a été un homme d'affaires très très cruel, mais pas du genre à aimer tuer. Donc à cet égard, oui, je pense qu'il est sincère. Mais l'autre aspect, c'est que l'administration américaine n'est pas unifiée autour de cette idée. Nous voyons différentes influences venir de divers horizons. Le secrétaire Rubio, assurément, n'a pas la même vision des choses que M. Witkoff, M. Vance et d'autres. Et Trump, à cet égard, est une personne dotée d'intuition, mais de peu de connaissances. En réalité, il n'a pas besoin de connaissances. Il ne veut pas de connaissances. Il veut ressentir les choses et agir selon son intuition. Il oscille entre différentes positions. Et vous savez, parfois, en observant la trajectoire du président Trump, je me souviens du défunt président Boris Eltsine en Russie. Certains disaient dans les années 1990 que la dernière personne à quitter son bureau lui laissait son esprit, laissait au président son opinion. Puis un autre arrivait, et ainsi de suite. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le cas avec Trump, mais parfois, cela en a l'air. Je pense que le problème, c'est que Donald Trump ne veut pas entrer dans les détails de ce qui se passe. Aucun détail, parce qu'il ne veut pas être entraîné dans une question très compliquée. Il croit, comme disent les Allemands, à la tradition romantique allemande du Sturm und Drang, aller droit au but, briser l'impasse et avancer. Cela fonctionne dans ce cas, comme dans bien d'autres. Je pense que Trump a été très inspiré par ce qu'il considère comme le succès du règlement de Gaza. Franchement, rien n'y a été réglé, et nous ne savons pas comment ça finira, mais au moins, cela a été proclamé comme une grande victoire et un grand accord de paix. Et il veut obtenir quelque chose de ce genre. Il est assez intéressant que dans ce plan 28, on retrouve certains éléments issus de l'expérience de Gaza, comme ce Conseil de la paix présidé par Trump, qui gouvernera le territoire et le processus. C'est très non diplomatique, pour ainsi dire. C'est une invention de personnes qui ne croient pas que cela doive s'inscrire dans un quelconque cadre juridique, et d'un côté, cela pourrait être productif à certains moments. Mais en général, vous avez mentionné les accords de Minsk comme un exemple négatif, et c'est une référence tout à fait juste. Car si nous avons été incapables de mettre en œuvre les accords de Minsk, qui étaient bien plus simples que ce qui est envisagé ici, qu'est-ce qui peut bien garantir que ce traité, extrêmement complexe et délicat, sera appliqué et maintenu? Je ne peux pas encore l'imaginer. Et puis, vous savez, c'est autre chose. La Russie, ce n'est pas une bonne condition préalable à un processus de paix facile. En Russie, il existe une conviction profonde que tant que notre armée combat et gagne, la position russe est prise en compte, au moins partiellement, dans une certaine mesure. Au moment où la Russie s'arrête, tout le monde s'unira pour contrer la Russie et tenter de la repousser. C'est pourquoi je pense que cette condition, pas de cessez-le-feu avant un accord, est très forte et très ferme.
Personne n'acceptera autre chose. Eh bien, tout d'abord, je pense que, étant donné toute l'agitation et les conflits en ce moment, je suis heureux qu'il y ait une certaine unité entre la Russie et l'Occident sur le fait que personne ne souhaite le rétablissement du G8. Mais je suis d'accord sur le problème du cessez-le-feu. Toute l'idée, si l'on voit à quel point il y a de l'hostilité à accepter une Ukraine neutre, la seule raison pour laquelle cela est même envisagé, bien sûr, c'est parce que la Russie est en train de gagner. Donc si l'on met fin au combat, il est difficile de voir d'où viendraient les incitations à réellement aller au bout de quoi que ce soit, ce qui, encore une fois, est exactement ce qui s'est passé avec Minsk. Mais juste une dernière question, cependant. Les élections étaient un point important là-bas, à savoir que l'Ukraine doit se doter d'un nouveau gouvernement. Cela m'a simplement fait réfléchir, car nous étions tous deux récemment à Valdai, et de nombreux participants étrangers partageaient une même curiosité. Beaucoup, surtout du côté indien, ne comprenaient pas pourquoi la Russie n'avait pas tenté de changement de régime. Ce n'est pas une prise de position, mais les Américains, en général, essayent d'éliminer la direction en place, puis, dans le désordre qui s'ensuit, de remettre les pièces à leur convenance. Avez-vous une bonne explication sur les raisons pour lesquelles la Russie n'a pas opté pour le changement de régime? Encore une fois, ce n'est pas une prise de position. Je suis simplement curieux de connaître la logique stratégique derrière cela. Vous savez, tout d'abord, le changement de régime n'est absolument pas quelque chose que la Russie est en mesure ou capable de faire, pour être tout à fait franc. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples positifs, même à l'époque soviétique. Rappelez-vous l'Afghanistan. C'était un changement de régime, mais à quel prix? Cela s'est très mal passé, à partir de 1969. Cela a entraîné une occupation totale du pays pendant encore 10 ans. Je ne qualifierais donc pas cela de succès, loin de là. Si l'on regarde l'expérience de la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique, on ne trouve aucun exemple d'un changement de régime réussi mené par la Russie. Il y a eu des changements dans certains pays voisins, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, des évolutions vers des régimes ou des gouvernements plus favorables à la Russie que leurs prédécesseurs. Mais ce n'était pas à cause d'une intervention russe, c'était à cause de tendances internes. En Ukraine, par exemple, en 2010, le président Yanukovych a été élu après le président Yushchenko, qui était entièrement et strictement anti-russe. Yanukovych était perçu comme pro-russe, mais ce n'était pas en raison d'une intervention russe, c'était dû à des zigzags très intéressants de l'opinion publique ukrainienne. Donc, la Russie n'a ni les compétences, ni la tradition pour le faire. Et pour être très franc avec vous, je préférerais ne pas essayer, car si l'on tente des choses aussi complexes sans les compétences nécessaires, on risque d'obtenir exactement le résultat inverse. Et en particulier en Ukraine, je ne pense pas. Bon, imaginons que la Russie ait cette idée. L'Ukraine est un environnement très complexe. L'État ukrainien, je dirais, non pas le peuple ukrainien, mais l'État ukrainien. Et toute la politique ukrainienne, après l'effondrement de l'Union soviétique et l'émergence de ce pays indépendant, a été présentée par beaucoup, en Ukraine comme à l'extérieur, comme une lutte entre des forces pro-russes et pro-occidentales. Mais en réalité, c'était bien plus complexe. Ce schéma simpliste n'a jamais fonctionné. Et dans une certaine mesure, il a conduit l'Ukraine à la misère actuelle. Car en termes concrets, l'établissement d'un État ukrainien indépendant et souverain n'a été possible qu'en se distançant de la Russie, sur un sentiment anti-russe.
Parce que sinon, si l'on affirme que l'Ukraine et la Russie sont des peuples frères, et ainsi de suite, alors malheureusement pour eux, la question suivante sera, cet État est-il vraiment nécessaire? Est-il nécessaire d'avoir deux États pour un même peuple? Et c'est pourquoi l'idée nationale en Ukraine, dès le départ, n'était pas celle de la majorité de la population, mais plutôt celle d'une toute petite minorité dans la partie occidentale du pays. Mais c'était la seule disponible, car le reste de la population était plutôt indifférent quant à l'avenir. Et la majorité, après l'effondrement de l'Union soviétique, la plupart des Ukrainiens, comme la plupart des Russes, ne pouvaient pas sérieusement croire ni imaginer qu'il s'agissait d'une séparation définitive. Mais cela s'est produit. Et pourquoi est-ce que je m'en souviens? Parce que je ne crois pas que la Russie ait jamais eu, à l'intérieur de l'Ukraine, dans la sphère politique ukrainienne, des forces qui puissent être considérées comme des agents russes. Tous, y compris ceux dont la rhétorique penchait davantage vers la Russie, comme Yanukovych ou Kuchma avant lui, aucun d'entre eux n'était pro-russe. Ils étaient pro-ukrainiens. Et être pro-ukrainien, dans la compréhension politique de l'Ukraine, signifiait en réalité chercher à s'éloigner de la Russie sous différentes formes. Bien sûr, ce que nous voyons aujourd'hui est un extrême. Ce que nous avons vu à l'époque de Yushchenko en était un autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est pourquoi je pense qu'en réalité, la Russie n'a jamais eu de base sérieuse, ni de soutien matériel solide à l'intérieur de l'Ukraine pour créer des forces pro-russes, comme les Américains ont pu le faire ailleurs. Même l'expérience américaine montre que cela ne fonctionne pas indéfiniment. Cela peut fonctionner un temps, il peut y avoir un basculement, une révolution, une perturbation, mais après un certain temps, regardez la Géorgie. La réalité nationale finit par s'accorder avec les véritables besoins de la population. Du moins, elle le devrait. Eh bien, Alexandre Solzhenitsyn a pourtant avancé le même argument que vous. Il qualifiait l'histoire séculaire, voire millénaire, entre la Russie et l'Ukraine d'épée à double tranchant. D'un côté, elle en faisait des peuples frères. Mais lorsqu'on est aussi proche, beaucoup d'Ukrainiens ont commencé à se demander, comme vous l'avez dit, pourquoi devrions-nous être un État séparé si nous sommes exactement les mêmes? Ainsi, les mouvements d'indépendance et de souveraineté, en particulier parmi les Ukrainiens de l'Ouest, ont pris la forme d'un projet très anti-russe, qui a fini par aboutir à une guerre civile ainsi qu'à un conflit extérieur avec la Russie. Solzhenitsyn avait plutôt bien prévu cela. Et avec Yanukovych, vous avez tout à fait raison. Après que Yushchenko a été installé par l'Occident en 2004, en 2009, Newsweek a rapporté quelque chose comme la chute de l'étoile de Yushchenko. Il disait qu'il n'avait qu'un taux d'approbation de 2,7%, ce qui faisait de lui le dirigeant le moins populaire au monde, ce qui est tout de même une performance impressionnante. Donc oui, je suppose que le changement de régime n'est peut-être pas la meilleure option. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé devant vous, donc j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps pour nous. Merci Glenn. Au revoir.